8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes enseignant en géostratégie à Sciences Po. Vous avez écrit ce livre qui s'appelle Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique. Et vous avez entendu Donald Trump cette nuit, mais surtout les propos à l'instant d'Emmanuel Macron qui dit ces mots. Nous sommes dans un temps de grande incertitude et c'est comme cela qu'il justifie le fait de s'adresser aux Français ce soir à 20h. Ce temps de grande incertitude, j'aimerais qu'on commence à le décrypter avec vous. D'abord par ce qu'il s'est dit cette nuit. Donald Trump qui s'est donc adressé aux Américains, discours à la Chambre des représentants. Il dit avoir reçu une lettre de Volodymyr Zelensky. Il est dit dans cette lettre, dit Donald Trump, l'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour revenir à une paix durable. Personne ne souhaite la paix plus que les Ukrainiens. Voilà ce que dit le président américain, lisant la lettre donc de Volodymyr Zelensky. Il assure également que l'accord sur les minerais pourrait être signé. Est-ce que ça veut dire que c'est une forme au moins de reprise du dialogue, peut-être même de réconciliation? Alors, en tout cas, le président Zelensky l'a dit clairement, il ne souhaite pas rompre les ponts avec la Maison-Blanche. Quant à ce qu'il a dit dans cette lettre, c'est-à-dire que les Ukrainiens étaient prêts à discuter, que de toute manière, ils étaient ouverts à la paix, par définition, qu'il la souhaitait avant tout, c'est quelque chose qu'il dit depuis plusieurs mois. Donc ce n'est absolument pas nouveau. Là, c'était Trump, clairement, qui avait brisé en quelque sorte complètement le dialogue, de manière volontaire, de manière peut-être planifiée lors de cette fameuse séance dans le bureau ovale, parce que, tout simplement, il voulait humilier Zelensky et que il était totalement passé du côté de la Russie. Et on a d'ailleurs compris, et vous allez revenir aussi sur cette question d'un changement peut-être d'alliance, mais Nicolas Tenzer, on entend dans le discours de cette nuit de Donald Trump le fait qu'il s'adresse d'abord aux Américains, et d'ailleurs il met beaucoup de temps avant d'évoquer la question de l'Ukraine. Au fond, ce qu'il s'est passé dans le bureau ovale, c'est peut-être d'abord un signal vis-à-vis de son électorat. Je pense que c'est surtout un signal vis-à-vis de la Russie, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il dit à la Russie, écoutez, moi je vous considère comme mon partenaire principal, mon partenaire privilégié. Vous importez à mes yeux. Moi, je vous donne ce que vous voulez en échange de la paix. Moi, mon intérêt, parce que je l'ai vendu aux Américains, c'est de parvenir à la paix. Et même si cette paix, finalement, va annoncer la guerre future, parce qu'une paix aux conditions de la Russie, c'est annoncer une guerre future, à vous, Russes, je vous la donne. Et puis effectivement, au peuple américain, il dit, vous voyez, je suis de retour, c'est moi qui va apporter la paix au monde, je suis le plus grand, le plus fort, le plus beau. Mais ça, c'est pas tout à fait nouveau. Quand vous dites, Nicolas Tenzer, que ça s'adresse aussi aux Russes, il l'a dit d'ailleurs très clairement cette nuit, puisque après avoir mentionné la lettre de Volodymyr Zelensky, il a ajouté qu'il avait reçu des signaux très forts venant de Russie dans les derniers échanges qu'il avait eus avec l'administration russe. Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire en fait qu'il accepte complètement ce que les Russes aujourd'hui proposent. C'est-à-dire que les Russes n'ont jamais fait mystère, ils veulent soumettre complètement l'Ukraine, ils acceptent de discuter, mais à condition que le président Zelensky parte, mais à condition que les fameux oblasts qu'ils ont conquis restent en leur possession. Et pour Trump, évidemment, c'est pain béni, en disant mais voilà, je vais faire ce cadeau extraordinaire à Moscou, et ils vont venir à la table des négociations, tout simplement parce que, enfin, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Trump a cédé déjà tout aux Russes avant même d'avoir commencé les négociations. Là, qu'est-ce qu'il a fait depuis plusieurs jours, et y compris encore dans le bureau ovale? Il a dit à l'Ukraine, vous devez faire ci, vous devez faire cela, je veux ceci de vous. Est-ce qu'il a fait la même chose avec les Russes? Est-ce qu'il a demandé publiquement à Vladimir Poutine, écoutez, maintenant, vous allez me céder ceci, vous allez retirer une partie de votre troupe? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Trump joue du côté de la Russie pour demander à l'Ukraine toutes les concessions possibles, mais il n'a jamais demandé à Moscou la moindre concession. Et on va revenir aussi sur les conséquences pour l'Europe, pour la France. Mais quand il dit l'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations et à signer l'accord sur les minerais, dans le même temps, Volodymyr Zelensky parle de cette trêve aérienne et maritime avec la Russie pour initier les discussions pour une paix durable. Est-ce que lorsqu'il parle de cette trêve-là, c'est la même chose dont parlent Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique?
Oui, on peut penser. D'ailleurs, sachant qu'il y a même encore aujourd'hui des petites divergences apparemment entre Emmanuel Macron et Keir Starmer sur la question, malgré tout, de la trêve. Mais effectivement, je pense que c'est clairement ce que dit aujourd'hui Volodymyr Zelensky en disant, voilà, si aujourd'hui on a un cessez-le-feu qui est respecté par la Russie, mais c'est aussi un test vis-à-vis de la Russie. Est-ce que la Russie va véritablement accepter un cessez-le-feu? Moi, je suis prêt. C'est-à-dire que le président Zelensky n'est pas le fauteur de guerre. Parce que toute cette guerre, elle a été déclenchée de manière unilatérale Par l'agresseur, par la la Russie. Et Russie. voilà, les choses sont claires là-dessus. Et lui, il dit, mais écoutez, si on arrête la guerre, moi je suis pour. Mais aujourd'hui, est-ce que l'ennemi véritablement le veut? Et l'ennemi ne le veut pas. Donc il se Cette met dans une trêve position... d'un mois, c'est au fond une sorte à la fois de main tendue, mais presque de dire est-ce que vous êtes prêt à respecter cela? Oui, c'est une sorte de test. C'est une sorte de test, mais pour l'instant, effectivement, rien n'indique qu'ils sont prêts. Alors, il y a aussi, malgré tout, un problème côté ukrainien, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine marque un certain nombre de points. C'est-à-dire que si vous avez une trêve de trop longue durée, tout ce que fait l'Ukraine avec une grande efficacité, c'est-à-dire frapper des dépôts de munitions, frapper des nœuds logistiques, frapper des dépôts pétroliers, cessera. Or, aujourd'hui, c'est très intéressant de voir que les Russes sont en quelque sorte stoppés. Alors, je ne suis pas en train de dire l'Ukraine a gagné la guerre. Non, la situation est très difficile, bien sûr, sur le front. Mais il marque des points importants. Et une trêve, c'est évidemment des deux côtés. Nicolas Tenzer, lorsque Donald Trump, cette nuit, dit « J'ai reçu cette importante lettre de Volodymyr Zelensky », ce ne sont pas des excuses, ce qu'il voulait, ce qu'il demandait de Volodymyr Zelensky, mais c'est tout de même dire « Volodymyr Zelensky revient vers moi ». Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il le présente comme une sorte de gain politique, c'est-à-dire voilà, je l'ai engueulé en gros le vendredi lors de la rencontre, en plus je l'ai fait publiquement, et maintenant d'ailleurs ça marche, vous voyez, je suis le plus fort, je suis le maître du deal, donc je sais comment, voilà. Et Volodymyr Zelensky a très bien compris cela, c'est-à-dire qu'il comprend aussi qu'à certains moments... Il l'a compris à ses dépens. Voilà, il a compris à ses dépens. Il fait semblant. Mais encore une fois, quand on regarde le fond de ce que dit le président Zelensky encore maintenant, il y a malgré tout des choses, et heureusement, qui ne sont pas négociables. C'est-à-dire lesquelles? Alors, il y en a plusieurs. Il y a quand même la question, malgré tout, de l'intégrité territoriale. Ça a été parfaitement rappelé. Il y a la question du retour des enfants déportés. Plus de 30 000 enfants déportés, russifiés, ce qui est un crime de génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 1948 en Russie. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez invraisemblable. Le retour des prisonniers politiques. Et quand même, il y a aussi d'autres sujets qui ont été évoqués par le président Zelensky régulièrement. La punition des crimes de guerre contre l'humanité, de génocide, d'agression qui ont été commis par les Russes. Il y a la question du paiement des réparations. Et aujourd'hui, il n'est pas question que le président Zelensky et que l'Ukraine, parce qu'il ne serait pas suivi par son peuple, cède sur tous ces points. Alors même sur les territoires, il y a peut-être quelque chose qui est un peu à nuancer. Il y a un premier sujet qui est je cède les territoires et on ancre ça dans un traité. Et puis la deuxième chose, c'est j'accepte éventuellement contre des garanties de sécurité un abandon partiel, mais qui n'est pas sanctionné par le droit. Partiel et temporel. Voilà, temporaire. Alors, en même temps, c'est très gênant, parce qu'il y a une partie des Ukrainiens qui ne l'acceptent pas, pour une bonne raison d'ailleurs, une vraie raison, qui est que dans tous ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par la Russie, vous avez tous les jours des viols de masse, des tortures. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Viols de masse. C'est documenté ? Torture, c'est documenté. Torture, exécution sommaire, déportation d'enfants que j'évoquais à l'instant. C'est ça la réalité. Et que si on dit à Vladimir Poutine, vous pouvez garder ces territoires, ça veut dire que nous, Européens, dirigeants occidentaux, nous lui donnons un pouvoir de tuer, de continuer à tuer. C'est cette réalité-là, je pense qu'il faut quand même percevoir. Les gens, ils parlent de territoires, vous savez, comme si c'était des entités géopolitiques abstraites. Dans ces territoires, vous avez une réalité, et la réalité, ce sont ces personnes qui sont régulièrement massacrées. Nicolas Tenzer, Emmanuel Macron qui annonce donc qu'il va s'adresser aux Français ce soir dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis. Je m'adresserai à vous ce soir à 20h. Voilà la déclaration ce matin d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il faut en attendre et est-ce que vous êtes d'accord avec les mots d'incertitude et de plus grands défis ? Alors je pense que c'est d'une certaine manière un euphémisme dans la bouche du président, parce que incertitude, malheureusement, on est quand même sur un certain nombre de certitudes aujourd'hui. D'abord, la première certitude, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus notre allié.
D'ailleurs, j'ai vu se passer un sondage récemment, la plupart des Les Français l'ont compris, ou en tout cas l'ont compris pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe ici, parce que c'est vrai que vous aviez cet anti-américanisme très présent, pour de mauvaises raisons pour le coup, dans la société française, quelles que soient les critiques que l'on peut adresser aux États-Unis avant, hein, pas avant Trump bien sûr par ailleurs, mais là aujourd'hui ils ont compris que les États-Unis étaient passés de l'autre côté, si vous voulez. Et ça, c'est un changement. On pouvait reprocher à Obama ou à Biden. Rappelez-vous, François Hollande l'avait fait lorsque Obama avait refusé d'appliquer les lignes rouges qu'il avait lui-même définies sur la Syrie en 2013. Bon, on pouvait reprocher aussi à Biden de ne pas être allé assez loin dans le soutien à l'Ukraine. Les Ukrainiens s'en souviennent. Mais alors, ils n'avaient pas cessé d'être nos alliés. Ils étaient nos alliés. Là, on a quand même la première puissance mondiale qui reprend les récits russes. Regardez tout ce qui s'est passé depuis la scène du musée du Salon Oval. Qui reprennent le discours sur le départ de Zelensky. Peut-être que Zelensky n'est pas légitime, peut-être qu'il devra partir, peut-être que c'est un fauteur de guerre. Tout ce discours, on sait très bien d'où il vient. Il vient de Moscou. Regardez ce qu'a dit Tulsi Gabbard, la directrice nationale du renseignement américain, qui a des vieilles relations très anciennes avec Poutine, avec d'ailleurs la Syrie d'Assad aussi, et qui dit finalement, si on ne fait pas la paix avec la Russie, on va entrer dans une troisième guerre mondiale. Ce qui est un récit russe parfaitement documenté et connu. Donc vous avez tous ces signes-là, ils sont passés de l'autre côté. Les Français se disent inquiets. Dans ce même sondage ELAB que vous évoquiez à l'instant, ils se disent très largement inquiets non seulement de ce qui se passe là-bas, mais des conséquences ici. 2/3 des Français qui redoutent que cette guerre, à un moment ou à un autre, ne nous touche, y compris nous, la France. Est-ce que cette inquiétude est fondée ? Alors, cette inquiétude est fondée parce que la menace russe est absolument réelle. Elle est réelle. D'ailleurs, ça a été dit par l'ensemble des chefs de renseignement qui ont pu s'exprimer. Tous ne s'expriment pas, les Français en particulier, mais enfin les Allemands, les Danois, les Britanniques l'ont dit. Il est parfaitement clair que si l'Ukraine tombe, ou tombe même partiellement, s'il y a cet accord de paix sans que la Russie soit défaite, la Russie va se réarmer de manière massive et l'ampleur de son armement aujourd'hui n'est pas uniquement destinée à poursuivre ses opérations en Ukraine, mais à aller beaucoup plus loin. Alors je ne suis pas en train de dire que vous allez avoir dans 3 ans des chars russes défiler sur les Champs-Élysées, il ne s'agit pas de cela. Mais vous avez effectivement des attaques contre des pays européens, vous allez avoir des attaques terroristes, il y en a déjà eu, vous allez avoir des incendies volontaires, vous allez avoir une multiplication des opérations évidemment de désinformation. Tout ceci, encore une fois, est très fort. Donc le risque, c'est bien celui-là. Deuxièmement, est-ce qu'il faut avoir peur, nous Européens ? Non. C'était quelque chose que rappelait le Premier ministre polonais Donald Tusk récemment. Il disait, attendez, les Américains, ils sont 320 millions, les Russes, ils sont 140 millions, les Européens, ils sont 500 millions. Quand vous regardez effectivement la puissance de l'Europe, aujourd'hui, si nous mettons notre capacité, notre potentiel de défense technologique ensemble, eh bien, nous pouvons faire face aux Russes. Et ça fait partie aussi de ce que devrait sans doute se dire Emmanuel Macron ce soir sur la question aussi de l'effort en matière de défense. Mais Nicolas Tenzer, au fond, est-ce que la menace n'est pas déjà là ? Je voudrais revenir sur ce que Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, a révélé hier. Il a révélé qu'un incident avec un avion russe avait eu lieu dimanche. Je le cite, dimanche, un avion de chasse Su-35 russe a adopté un comportement dangereux à l'égard d'un drone français en mission de surveillance dans l'espace aérien international au-dessus de la Méditerranée orientale. 3 passages successifs à grande proximité qui auraient pu entraîner la perte de contrôle du drone, attestant une volonté de restreindre la libre circulation aérienne dans les espaces communs. Et le ministre de la Défense qui ajoute une action intentionnelle, non professionnelle, agressive, qui n'est pas acceptable. La France continuera d'agir pour défendre la liberté de navigation dans les espaces aériens et maritimes internationaux. La question que je voudrais vous poser, Nicolas Tenzer, c'est, on a frôlé, mais si cet avion russe avait été plus loin, si ce genre, au fond, d'accident arrivait, quelles sont les conséquences ? Est-ce qu'une entrée en guerre peut être déclenchée soudain par ce genre d'événement ? Alors, je ne pense pas qu'une entrée en guerre puisse être déclenchée. Je pense qu'il peut y avoir des ripostes et il faudra gérer effectivement ce genre de riposte. Parce que ce n'est pas la première fois que vous avez ce genre d'incident pour un pays européen, ou le Royaume-Uni, un pays européen aussi, membre de l'UE, avec les Russes. Donc ça existe souvent. Ça ne va pas entraîner tout de suite. Encore une fois, là, il faut arrêter d'être dans la catastrophe aussi. Vous n'allez pas avoir un lancement de missiles nucléaires sur la Russie ou inversement, missiles russes sur la France. Enfin, on n'est pas dans ce scénario-là. Et puis, vous avez eu quand même un certain nombre de pays qui ont répliqué. Regardez, à quoi joue la Russie ? C'est la provocation. C'est tester jusqu'où aller trop loin. Mais vous savez, il y a un pays qui l'avait bien compris, c'est la Turquie, pays membre de l'OTAN en 2015.
novembre 2015, vous avez eu un avion russe qui a franchi l'espace aérien turc. Vous avez eu des semonces de l'aviation turque. L'avion n'a pas répondu, l'avion a été abattu. Les Russes n'ont jamais recommencé. Donc, au fond, c'est effectivement ce genre de provocation qui se passe en ce moment. Voilà, vous évoquez l'OTAN à l'instant, Nicolas Tenzer. Est-ce que l'OTAN est encore une réalité ? Alors oui, aujourd'hui c'est une réalité. Est-ce que demain ça le sera ? La question se pose. Est-ce qu'on peut imaginer une OTAN sans les États-Unis ? C'est-à-dire que si les États-Unis soit se retirent, soit sans se retirer officiellement, diminuent de manière drastique leurs moyens ? Ma réponse est clairement oui, ça va être beaucoup plus difficile, il faudra complètement réorganiser. Il y a un vrai sujet notamment de renseignement militaire, notamment satellitaire. Mais il faut anticiper cette question-là. Mais il faut absolument l'anticiper. Mais oui, il faut l'anticiper. Mais surtout, ce qu'il faut dire quand même aux Français, c'est qu'il n'y a pas de raison non plus d'avoir peur. C'est-à-dire qu'il faut regarder la réalité de la guerre. Il faut s'y préparer. Il va falloir armer massivement, trouver toutes les ressources. Quand Ursula von der Leyen parle de 800 milliards d'euros pour renforcer la défense de l'Europe, ça représente quoi ? Est-ce que c'est à la hauteur, à vos yeux, d'une défense européenne si l'on est seul ? Alors 800 milliards dans l'immédiat, oui, bien sûr. Je veux dire, quand même, ça va permettre... Alors après, il y a des tas de sujets qu'on n'a pas le temps d'aborder, qui sont d'organisation, qui fait quoi, comment on fait plus d'achats européens, à quelle vitesse nous allons. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller surtout très vite. C'est-à-dire qu'il y a une véritable nécessité. D'ailleurs, c'était quelque chose que le chef de l'État avait abordé en juin 2022 déjà à Eurosatory, c'est passer en économie de guerre. Aucun pays européen ne l'est à proprement parler, parce que il y a des mesures. De guerre, au minimum. Ah oui, effort de guerre. Ce qu'il pourrait annoncer ce soir, Emmanuel Macron. Bien sûr, effort de guerre considérable. Avec des conséquences aussi pour l'économie française, pour les choix, les arbitrages. Mais avec les choix et les arbitrages, oui, mais il y a derrière d'autres sujets. Il y a la mobilisation de l'épargne qui existe, mais mobilisation de l'épargne qui va être, il faut dire, on n'est pas en train de piquer. On n'est pas en train de piquer aussi, parce qu'il y a beaucoup de désinformation là-dessus. On n'est pas en train de dire, on va piquer l'argent des Français. C'est au contraire une épargne qui va remporter. Regardez, par exemple, si on fait véritablement un effort de guerre sérieux, l'atout pour l'Europe, pour la France notamment, va être considérable. C'est-à-dire qu'investir massivement dans la défense, dans la technologie, comme l'ont fait les États-Unis, avec leur agence de financement de la défense et de recherche pour la défense, la DARPA, en 1960, ça a eu des conséquences considérables sur la primauté technologique américaine. Et là, l'Europe, rappelez-vous le rapport Draghi qui pointait les retards que nous avions en matière de technologie et d'innovation. Eh bien, aujourd'hui, si on investit aussi massivement dans la défense, parce qu'on n'a pas le choix, mais ça aussi va avoir des effets sur notre économie, sur l'emploi, sur la compétitivité des pays européens et notamment de la France considérable. Donc ce n'est pas un mauvais investissement. Encore deux questions, Nicolas Tenzer, sur la dissuasion nucléaire et sur l'ONU. La dissuasion nucléaire d'abord. Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas question d'un partage de la dissuasion nucléaire ou du bouton de décision nucléaire, mais on voit bien que ça commence à devenir un enjeu de débat au sein de la politique française. Nicolas Tenzer, la dissuasion nucléaire française, elle a toujours eu vocation à aider nos voisins. Absolument. D'ailleurs, ça n'est pas nouveau. Le discours du général de Gaulle de 1964, le général de Gaulle était parfaitement clair là-dessus. Il parlait surtout de l'Allemagne. Après, vous avez eu d'autres discours du président Giscard d'Estaing, du président Hollande, du président Chirac. Enfin, l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement qui ont dit clairement que si un voisin européen était attaqué, eh bien nous serions amenés à le considérer comme une attaque contre nous. Mais ça ne veut pas dire non plus, parce qu'il faut qu'il y ait cette ambiguïté stratégique. Toute la dissuasion est fondée là-dessus. Sur cette ambiguïté. Voilà, et on ne sait pas exactement comment on va répondre. Maintenant, les faux débats sur le partage de la clé, excusez-moi, c'est du grand n'importe quoi. Nicolas Tenzer, l'ONU est complètement hors jeu. Oui, malheureusement. Oui, parce que d'abord l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, disons nous étions à un certain moment 3 contre 2, maintenant nous sommes 2 contre 3. Si on prend les 5 membres permanents que vous connaissez, France, Royaume-Uni, États-Unis, Russie, Chine, bon voilà, on est dans un autre domaine. Deuxièmement, aujourd'hui, ce n'est pas le Conseil de sécurité. Personne ne pense même à demander l'organisation en urgence d'un Conseil de sécurité. Non, mais je veux dire, ça sert à rien, parce que vous avez de toute manière le veto russe, vous avez le veto chinois, maintenant vous pouvez avoir le veto américain aussi sur toutes les résolutions démocratiques. Alors ça ne veut pas dire que par ailleurs vous n'ayez pas aussi toutes les organisations qui dépendent de l'ONU, les organisations techniques, le programme des Nations Unies pour le développement, vous avez la Banque mondiale dont les États-Unis d'ailleurs viennent de se retirer, vous avez l'UNICEF, vous avez la FAO, toutes ces organisations techniques, mais qui aident au développement du monde, à protéger notre santé, à protéger la sécurité alimentaire d'un grand nombre de pays, celles-ci, heureusement, elles demeurent. Donc l'ONU, c'est pas que le Conseil de sécurité non plus. Merci Nicolas Tenzer, enseignant en géostratégique à Sciences Po. Je rappelle le titre de votre dernier
dernier livre, Notre guerre, le crime et l'oubli. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.